Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous média, pub et com sur BFM Business. Toute l'actualité économique de nos meilleurs acteurs du monde, de l'info, de la diffusion, des réseaux sociaux, des médias et de la com. Hebdocom saison 2, épisode 10, c'est parti. BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Au menu aujourd'hui, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, puis de l'économie sociale et solidaire, se reconvertit dans la communication. Marlène Schiappa devient associée chez Tilder et c'est mon invité dans un instant. Comme d'habitude, les news d'Hebdocom sont passées en revue par Simon Tenenbaum. Et puis, pour finir, notre focus du jour, Emmanuel Macron aurait-il dû aller à la marche contre l'antisémitisme? On décrypte cela avec nos experts dans un instant. Mais tout de suite, j'accueille mon invité, c'est Marlène Schiappa. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Vous faisiez partie du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis 2017 en tant que secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, puis de l'économie sociale et solidaire jusqu'en juillet dernier. Et vous avez annoncé cette semaine rejoindre le privé en tant qu'associé au cabinet de conseil de communication Tilder. Pourquoi la com ? La com, c'est mon métier d'origine. Pendant que j'étais au gouvernement, pendant 7 ans d'engagement politique, souvent les gens disaient d'ailleurs Schiappa fait de la com. C'était pas toujours pour être sympathique, mais en tout cas, c'était un constat. Nul ne me dénie cette passion que j'ai pour la communication. J'ai commencé ma carrière il y a 20 ans chez Havas, chez RSCG à l'époque, et ensuite j'ai monté d'ailleurs moi-même des agences de communication avant de me lancer dans la vie politique, tout en étant activiste sur la question de la place des femmes dans la société. Donc c'est vraiment mes premières amours auxquelles je reviens. Et alors justement, pourquoi Tilder et pas une autre agence comme Havas ou Publicis ? Écoutez, Tilder, c'est vraiment un cabinet de conseil d'abord à taille humaine. J'ai rencontré Mathias Léridon, qui est le fondateur, mais aussi des associés qui travaillent avec lui, Charlotte Euzen, Jean-Xavier Arnaud et d'autres. Et les équipes, c'est quand même une belle équipe d'une 40aine de personnes qui fonctionne très collectivement. Et après avoir passé beaucoup de temps dans la vie politique, c'était important pour moi d'être dans une équipe qui est enthousiaste et qui travaille sur une manière vraiment particulière, c'est-à-dire qu'on est à la croisée, on est dans la communication, mais on est aussi dans la stratégie, dans la réflexion. On travaille à la croisée des mondes des think tanks, de l'art, de la production d'idées. Et c'est vraiment un travail sur mesure pour créer à chaque fois des systèmes d'influence pour les clients. Et donc cette approche qui est assez originale et vraiment sur ces systèmes d'influence, elle m'a vraiment convaincue. On va revenir sur ce que vous allez apporter à Tilder. Est-ce que là, depuis que vous avez mis un pied, il y a une bonne ambiance, d'autant plus qu'on connaît un petit peu le contexte où Tilder a connu une vague de départ, donc n'est pas en très grande forme. C'est peut-être pour ça aussi on a fait appel à vous pour redorer un peu le blason de Tilder. Écoutez, moi je suis arrivée hier, donc je ne suis pas comptable d'un historique qui a pu avoir lieu ou pas, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement oui, il y a une ambiance très positive, très enthousiaste avec des gens qui sont extrêmement soudés et c'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence qui est élevé. Mathias Léridon qui dirige Tilder, il donne vraiment tout pour les personnes qui l'accompagnent, j'ai pu le constater depuis les quelques semaines, voire mois maintenant. Vous savez, j'ai eu la chance de pouvoir prendre mon temps pour me décider et du coup j'ai beaucoup échangé et j'ai échangé avec des gens qui étaient aussi des clients ou des partenaires de Tilder et personne ne nie la très grande compétence professionnelle qui est apportée par le cabinet Tilder, l'expertise qui est la leur, le réseau extrêmement fort et puis la puissance des idées, de la réflexion qui peut être mise en place. Moi, je vous disais, j'ai échangé avec ceux qui sont mes associés dorénavant, qui sont rentrés pour certains, comme Jean-Xavier dont je parlais précédemment, qui est rentré vraiment en bas de l'échelle et qui est là depuis maintenant des années, qui contribue à la direction de cette agence aujourd'hui. C'est le cas de Constance Hainaut, de Charlotte Euzen et d'autres personnes qui sont là depuis des années et qui veulent accompagner justement cette évolution de Tilder. Et moi, en tout cas, je suis très heureuse de rejoindre cette équipe qui a eu la gentillesse de m'accueillir de manière très chaleureuse. On va revenir sur votre recrutement et votre arrivée là-bas. Vous avez été contrainte de quitter le gouvernement, notamment après l'affaire des subventions du fonds Marianne. On ne va pas revenir là-dessus, mais je voudrais là faire appel à votre nouvelle casquette de conseillère en communication. Qu'auriez-vous conseillé à Marlène Schiappa pendant cette période-là? Qu'a-t-elle bien fait et qu'a-t-elle mal fait? Moi, je veux bien revenir sur tout ce sur quoi on peut revenir. J'ai aucun sujet tabou. D'abord, je n'ai pas été contrainte de quitter le gouvernement, comme vous le dites. J'ai été au gouvernement pendant tout le premier quinquennat, du premier au dernier jour du quinquennat d'Emmanuel Macron.
J'étais partie. Quitté le gouvernement suite au remaniement Dans le cadre d'un remaniement, comme d'autres ministres, parce qu'il était convenu depuis le début avec le président de la République que je revienne pour 1 an sur la mission début du quinquennat, de lancement du quinquennat, sur ce beau portefeuille de l'économie sociale et solidaire. Et en ce qui concerne le fonds Marianne, il n'y a pas d'affaire, je tiens à le dire, contrairement à ce qu'on peut entendre ou à l'interprétation qui peut en être faite. Il y a des subventions qui ont été adressées et moi aujourd'hui, je n'ai absolument aucun sujet vis-à-vis de ça. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti et il y a une association qui est mise en cause pour sa gestion interne et pas moi pour ma gestion. C'est important pour moi de le dire. La commission d'enquête a quand même dénoncé dans ses conclusions un manque de rigueur de votre part, de désinvolture, que vous seriez défaussé sur votre cabinet. Mais là, pour le coup, alors, ma question... c'est pas du tout... Non, pardon, je ne veux pas laisser dire des choses qui ne sont pas exactes. Ce n'est pas du tout ce que dit la commission d'enquête. Au contraire, la commission d'enquête dit que moi, en tant que ministre, il n'y a aucun délit, qu'il n'y a rien à me reprocher sur ce sujet. Vous avez des sénateurs, les Républicains ou du Parti socialiste d'opposition, qui donnent un point de vue politique sur une politique publique qui a été lancée, des pistes d'amélioration. C'est tout à fait leur prérogative et c'est de la politique et c'est normal. Là, pour le coup, je voulais pas m'étendre sur le fonds Marianne, mais je voulais avoir votre regard de nouvelle conseillère en communication et savoir ce que vous auriez conseillé à Marlène Schiappa pendant cette période. Justement ça, de dire la vérité, c'est-à-dire ce que je viens de faire, de dire qu'il n'y a pas de sujet tabou et de ne pas laisser les sujets mousser comme on peut l'entendre, parce qu'aujourd'hui, on a une petite musique négative qui a couru pendant quelques mois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que chacun voit bien qu'à la vérité, on ne peut pas reprocher à un ministre ou à un maire ou à un élu quel qu'il soit la mauvaise gestion interne d'une association qui n'a pas de lien direct avec ce ministre. Donc de rester dans sa... Vous avez tout bien fait, vous n'avez rien à redire Non, il y a plein de choses que je n'ai pas bien fait quand j'étais ministre, parce que vous savez, quand on est engagé pendant 7 ans corps et âme sur la scène nationale et qu'on porte des débats qui sont difficiles, eh ben, on ne fait pas tout bien. Moi, quand je me bats pour l'égalité femmes-hommes, quand je me bats pour qu'on ait une loi sur le harcèlement de rue, qu'on porte un Grenelle sur les violences conjugales, je le fais avec tout mon cœur, avec toute ma fougue et aussi avec peut-être l'innocence d'une personne qui vient de la société civile, vous l'avez dit, qui a dirigé des agences, des entreprises, qui a été activiste, qui n'est pas une professionnelle de la vie politique. D'ailleurs, je ne suis pas une politique de carrière, je l'ai toujours dit. J'en fais la preuve aujourd'hui en ne cherchant pas à être recasée dans un mandat ou dans une action publique qu'on m'aurait donnée, mais en allant moi-même travailler auprès des clients, les conseiller. Et vous savez, le fait d'avoir été justement moi-même très exposée, très critiquée, y compris parfois brocardée dans le cadre de ce débat public, ça me permet aujourd'hui d'abord de changer de casquette et ensuite de conseiller des personnalités qui, elles, sont exposées en connaissance de cause. Donc vous allez vous servir de votre expérience pour conseiller. Absolument. Parmi ce qui vous a également été publiquement reproché par le gouvernement, ce sont précisément des erreurs de communication. En exemple, votre une dans le magazine Playboy, le chef de l'État a qualifié ça d'erreur de communication. Au contraire, il y a une expression du président de la République quand on lui a posé la question qui a dit à un lecteur du Parisien « Ne m'emmenez pas sur ce terrain glissant ». Moi, d'abord... C'est vous qui dites que c'est une erreur de communication. Moi, je pense que le fait d'être disruptif, à un moment, quand ça va avec la personnalité de la personne qui s'exprime, ça peut être positif. Et moi, ma ligne, ça a toujours été, il faut communiquer partout. C'était en tout cas la ligne que je m'appliquais à moi. Je ne conseillerais pas à tout le monde aujourd'hui parce que chacun a sa propre ligne de communication, chacun a sa personnalité. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, ma ligne, c'est... Vous considériez que vous deviez communiquer partout ? Moi, l'idée, c'était de dire on va aller dans les endroits où le discours sur les droits des femmes n'est pas perméable, dans un peu ces territoires perdus du consentement, dans lesquels on ne parle pas de MeToo ou des débats sur le droit des femmes à disposer de leur corps, par exemple. Et on va faire une stratégie du cheval de Troie, en rentrant dans ces espaces médiatiques et en allant en parler. C'est pour ça, par exemple, aussi que pendant les Gilets jaunes, j'ai voulu créer des espaces de débat, y compris sur les plateaux télévisés, pour pouvoir aller partout et essayer de renouer un petit peu ce lien entre les politiques et la population. Donc ça a fait un peu quand même polémique. Si vous deviez refaire cette couverture, vous la referiez ? Je ne suis pas là aujourd'hui pour me préoccuper de ma propre communication. Je suis là aujourd'hui pour travailler sur... Avec un peu de recul, que vous avez sur... Avec un peu de recul, moi, ce que je vous dis, c'est que je pense qu'il est vraiment important d'être aligné vis-à-vis de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'avec Tilder, on travaille vraiment sur ces systèmes d'influence que j'évoquais. On réfléchit à la fois sur des idées. On pouvait rappeler aussi que j'étais membre de la Fondation Jean Jaurès, dont j'étais experte pendant des années. Donc ce travail de think tank, il est pour moi extrêmement important. C'est vraiment ce qu'on fait chez Tilder, en réfléchissant, en ayant des idées, des réflexions et ensuite en ayant des outils de communication. Et il faut trouver le bon outil pour la bonne personne, le bon vecteur pour le bon message. Et alors, est-ce que Playboy, c'était le bon outil pour Marlène Schiappa à ce moment-là ? C'est juste ça ma question, oui ou non ? Ma réponse, c'est celle-là. C'est que si vous êtes dans une démarche disruptive et que vous avez envie d'aller chercher les endroits dans lesquels on n'a pas encore communiqué sur ces sujets-là,
les endroits les plus difficiles pour vous y confronter, ce qui peut être une stratégie pour un responsable politique. C'est un média qui peut correspondre à cette stratégie. Exactement. En revanche, si vous avez une stratégie vraiment B2B ou si vous voulez communiquer sur autre chose, par exemple, moi aujourd'hui, je veux communiquer sur le fait que j'ai rejoint Tilder et qu'on accompagne des organisations, des entreprises, leurs dirigeants, exactement dans leur stratégie, dans leur réflexion autour de leur communication. Eh bien, je viens chez vous pour parler de cela. Et ben, vous êtes la bienvenue. Et justement, l'année dernière, dans l'émission, nous avions une séquence où nous avions décrypté cette fameuse une de votre couverture dans Playboy. Et Mathias Léridon était venu sur mon plateau. Il vous défendait, cette stratégie de communication. Est-ce qu'il vous a conseillé avant de vous recruter ou c'est une coïncidence? Non, pas du tout. C'est vraiment une coïncidence. On avait beaucoup d'amis communs. On s'est rencontrés pour la première fois. J'avais déjà quitté le gouvernement. Mais comme quoi, vous voyez, ce coup de cœur professionnel que j'ai eu pour Mathias Léridon, il était justifié et il était, je crois, important. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une très belle rencontre que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui nous ont mis en lien. Je peux mentionner Philippe Lemoine, qui est membre de l'Advisory Board, c'est pas si facile à dire, de Tilder, et Sakina Emsa, qui est une styliste, qui est une amie et qui fait aussi appel au service de Tilder. Et donc, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il attend de vous? Est-ce qu'il vous a donné des missions ou pas encore? Oui, j'ai des missions, oui, bien sûr. Je vais en travailler avec un certain nombre de missions. Mais écoutez, d'abord, vous connaissez mon engagement sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, j'ai forcément un penchant sur l'accompagnement des femmes dirigeantes pour les aider à prendre toute leur place, les accompagner en tout cas dans leur réflexion, dans leur stratégie. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans quand j'ai présidé mon association qui s'appelait Maman Travail, pour laquelle on a déjà essayé d'aller œuvrer dans les entreprises pour évangéliser sur la question de la place des femmes, de l'articulation vie professionnelle, vie familiale, mais aussi de la parité et du fait de percer ce fameux plafond de verre qui existe encore pour les femmes. Et pour ça, c'est vrai que les femmes ont peut-être moins l'intuition de se mettre en avant elles-mêmes que les hommes. Elles savent aussi que si elles le font, elles vont avoir peut-être parfois une forme de backlash. C'est vrai que Tilder, c'est des communicants qui sont généralistes. Il y a de la communication, je dirais, générale, stratégique, habituelle. Il y a 15 à 20% de communication qui est de la communication de crise, à proprement parler. Puis il y a beaucoup de communication d'engagement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. En fait, Tilder fonctionne un peu comme une entreprise à mission et chaque personne qui est engagée, chaque partenaire chez Tilder a aussi ses propres causes, les propres enjeux qu'il défend lui-même ou elle-même. Et en ce qui me concerne, évidemment, c'est cette question de la place des femmes dans la société et dans l'économie. Et j'en profite pour vous dire et pour dire à nos téléspectateurs qu'on est bien en manque de femmes sur le plateau de Good Morning Business dans BFM Business. On peut vous aider à y remédier. Au sujet de la succession de Mathias Léridon, c'est une question qui m'est venue. Est-ce que ça pourrait vous intéresser un jour? Est-ce que ça a été abordé? Moi, j'arrive pas du tout en réfléchissant succession. J'arrive en rejoignant vraiment cette équipe. C'est une aventure collective. Vous savez, quand on est ministre aussi longtemps que je l'ai été, on est habitué à être dans des positions de pouvoir, mais le pouvoir isole aussi. On est assez seul finalement dans son quotidien. Donc c'est assez plaisant d'être avec des collègues, de pouvoir échanger, travailler, être avec des associés et d'être en groupe pour réfléchir ensemble, avoir des regards croisés et essayer de faire de l'intelligence collective. En tout cas, à ce stade, Mathias Léridon dirige Tilder et il est extrêmement présent et à la fois bienveillant aussi avec les équipes pour soutenir les jeunes, les faire monter en compétences. Vous avez aussi bien des associés, je pourrais citer l'ancien ministre Jean-Marie Bockel qui est également membre de Tilder, qui est donc désormais l'un des associés avec lesquels je travaille, mais aussi des jeunes qui sont des jeunes qui viennent d'arriver, qui sont des consultants juniors, qui sortent de l'école, qui ont parfois une ou deux premières expériences professionnelles et qui ont envie justement aussi de participer à cette aventure. Et la taille humaine de Tilder, elle permet ça justement, elle permet cette proximité de tous avec tous et de toutes avec toutes. Est-ce que vous allez prendre un rôle dans la campagne et choisir un candidat pour 2027 par le biais de Tilder ? Alors pas du tout, en fait, Tilder, on conseille vraiment des entreprises, des organisations, des dirigeantes ou des dirigeants. On peut avoir des engagements pro bono aussi pour des ONG ou des associations, mais Tilder n'a jamais touché 1 euro d'un responsable politique. C'est vraiment pas un champ d'activité dans lequel on est engagé en tant qu'agence. Après, moi, en tant que citoyenne, j'ai un engagement citoyen comme chaque électeur et chaque électrice, et même un peu plus puisque je reste élue de Paris, à la région Île-de-France, et c'est un engagement bien sûr qui est important. Et pour finir, une question d'actualité. Auriez-vous conseillé à Emmanuel Macron de se rendre à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier ?
C'est extrêmement difficile de conseiller le président de la République. Lui seul sait quelles sont les implications à l'heure où il prend des décisions sur les enjeux stratégiques, géopolitiques, diplomatiques, mais aussi les enjeux intérieurs. Le président de la République s'est exprimé dans une lettre aux Français qu'il a souhaité publier pour condamner fermement l'antisémitisme. Et moi, ma modeste échelle de citoyenne, j'ai initié avec Paul-Mathieu Kaïtoukoli une mobilisation de 80 personnalités corses au nom de l'histoire de la Corse, qui est une île des justes parmi les nations, qui n'a dénoncé aucun juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes mobilisés pour dire qu'en tant que Corse, nous condamnions l'antisémitisme et que nous soutenions les juifs de ce pays. Je pense que condamner l'antisémitisme, ça devrait faire en tout cas l'unanimité. Ça me semble la moindre des choses. Et ça suffit de la part d'Emmanuel Macron dans le contexte de la marche. C'est lui qui est juge de la manière dont il veut s'exprimer et du moment où il veut le faire en tant que garant de la nation. Ce sera notre focus dans quelques instants. Merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir été avec nous et puis bon vent chez Tilder. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum. Les GAFA ne rémunèrent pas suffisamment les médias. Une nouvelle étude du Poynter Institute repérée par Petit Web remet le sujet à la une. Selon ces chercheurs, Google et Meta devraient reverser entre 12 et 14 milliards de dollars aux éditeurs américains chaque année. Grâce à une nouvelle méthodologie, ils ont calculé la valeur apportée des médias aux recettes des deux grandes plateformes, en comparant par exemple le comportement d'un utilisateur de Google Search avec ou sans lien d'actualité. Réaction en France du président du GEST qui représente les éditeurs et qui abonde. Malgré les droits voisins, les médias français touchent 50 millions d'euros par an de Google et Facebook. Si on reprend l'étude américaine, les deux plateformes devraient reverser 2 milliards d'euros aux éditeurs, estime le GEST. Partage de revenus toujours, sauf que cette fois Google passe à la caisse. Le moteur de recherche reverse 36% de ses revenus publicitaires à Apple quand ceux-ci sont réalisés via son navigateur Safari. Le chiffre longtemps tenu secret a été dévoilé pendant le procès antitrust qui vise en ce moment Google aux États-Unis. Ce deal entre les deux géants de la tech qui fait de Google le moteur par défaut des appareils à la pomme est au cœur des accusations de la justice américaine. Collaboration entre les géants de la tech encore avec Amazon qui cherche à renforcer sa place sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de Snapchat pourront ainsi acheter sur Amazon sans quitter leur application, annonce des deux entreprises cette semaine. Quelques jours plus tôt, Meta a aussi lancé une fonctionnalité qui permet d'acheter directement des produits vendus par Amazon sans quitter Facebook ou Instagram. On termine avec cette étape dans l'histoire du divertissement avec la diffusion de la première série télé professionnelle conçue pour TikTok cette semaine. Cobell Energy, produite par Adam McKay qui a notamment réalisé The Big Short ou Don't Look Up. La série est une comédie satirique dans les arcanes d'une entreprise pétrolière. Le premier des 15 épisodes a été mis en ligne cette semaine. Les épisodes d'une durée d'un peu plus de 2 minutes sont évidemment tournés exclusivement au format vertical. Dimanche dernier, le président de la République a expliqué qu'il serait par la pensée à la marche contre l'antisémitisme. Certains comprennent ce choix, d'autres sont déçus par son absence. En tout cas, cette absence a été très commentée et nous a donné envie de le faire aussi aujourd'hui dans Hebdocom avec mes invités du jour. Valorant Mouliberto, bonjour. Bonjour Rebecca. Tu es fondateur du média Le Crayon, merci d'être avec nous. Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour. Tu es fondatrice d'Iconic et conseillère en communication. Donc on a fait ce sondage. Emmanuel Macron aurait-il dû aller à la marche contre l'antisémitisme? Réponse, non à 59%. Donc on va essayer de comprendre cela, mais d'abord je voulais avoir votre avis sur cette réponse. Marie-Virginie, est-ce que tu es en phase avec ce résultat? C'est une question très compliquée. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a mis beaucoup de temps avant de se décider à aller ou non à cette manifestation. Et donc je pense que une des raisons des protestations autour du fait qu'il n'y soit pas allé est liée à cette hésitation et au fait d'avoir dit qu'il n'irait pas au dernier moment. Valorant? Moi, je pense que c'est dommage, et en tout cas, à titre personnel, je trouve ça, d'un point de vue de citoyen, dommage qu'il n'y soit pas allé. En revanche, d'un point de vue politique, très prince de Machiavel, pour le coup, je pense que c'est un bon choix de sa part de ne pas y être allé. Et oui, alors je rejoins cette idée, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait un choix jupitérien. Il y a deux types de présidents, on peut incarner deux types de présidents. Le président qui est le président des Français ou le président qui est le premier des Français. Là, il a renoué avec les tout débuts de son premier quinquennat, où vous savez, on disait qu'il était déconnecté, qu'il était au-dessus, en hauteur, etc. Et c'est vraiment ce choix-là qu'il a voulu faire en n'y allant pas. On peut le regretter parce qu'il y a un précédent à ça et qui n'a fait qu'augmenter
l'insatisfaction du fait qu'il n'y allait pas, c'est le président Mitterrand qui était allé, il y a 30 ans, à une manifestation à Carpentras après la profanation d'un cimetière juif. Et c'est vrai que par contraste, c'est assez étonnant de voir qu'il a fait un choix radicalement opposé à celui de son prédécesseur d'il y a 30 ans. Et on écoute justement Emmanuel Macron à ce sujet. La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche, je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être. La dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche, c'était le lendemain d'un attentat, avec 2 millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier? Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité, j'en partage les attendus. Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Il démarre quand même en disant un président n'a pas à se rendre à une marche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une règle absolue? C'est sa règle absolue. En tout cas, c'est vraiment sa règle. Il veut prendre de la hauteur, il va rester en distance. C'est d'ailleurs un peu en contradiction avec sa volonté de renouer avec les Français. Et c'est aussi en contradiction avec ce qu'il dit. Il dit « Moi, je suis là pour créer l'unité nationale ». Donc comment on crée l'unité nationale, l'union nationale? Je veux dire, l'antisémitisme, c'est un sujet autour duquel on peut créer une union nationale. Donc moi, ce que je pense compliqué pour lui, c'est qu'il veut créer l'union nationale, mais il n'a pas saisi cette occasion de la créer. Moi, pour le coup, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Malheureusement, ce n'est pas un sujet d'union nationale, l'antisémitisme. Et ça n'est pas parce que des gens sont antisémites, quoique il y en a évidemment en France, mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a énormément de causes qui touchent plus et plus grandement les Français que celle-ci. On peut le regretter, et ça j'entends complètement, mais d'un point de vue de calcul machiavélique, politique, de communication, c'est le sujet du jour, je pense que c'est pas une mauvaise chose en tant que président de réussir à s'extraire de ce sujet-là, et de réussir justement, en fait, en débattant, comme on le fait aujourd'hui de cette question-là, réussir à s'être mis pile au milieu de la mêlée, en fait. Et je pense que ça, pour le coup, c'est assez génial politiquement, et réussir à faire en sorte qu'on parle de lui, qu'on parle de son action, tout en ne pouvons pas prédire de ses prises de position concrètes. Il est évidemment contre l'antisémitisme, on l'est tous, ou en tout cas j'espère le plus grand nombre. En revanche, il estime que le moment n'était pas assez unique. Et pour être très franc, je trouve que vu que ça vient quand même d'un conflit qui n'est pas sur le sol français et même pas sur le sol européen, c'est plutôt bien vu, parce que si jamais il y avait eu des attentats, et on espère que ce ne sera pas le cas, mais dans 1 an ou dans 2 ans, ça rendra la marche qu'il y aurait dans ces attentats dans 1 an, dans 2 ans, comme celle que François Hollande avait vécue en 2015, vachement moins percutante, parce qu'il s'est déjà plié à différentes marches sur différents sujets. Et en plus, et c'est là, je pense, le plus dangereux, c'est que ça l'expose à devoir à chaque fois être à chacune des marches, à chaque fois que quelqu'un a une cause nationale à défendre. Et il y a beaucoup d'autres causes nationales, comme la pauvreté, comme l'islamophobie, ou comme beaucoup d'autres, où en fait, ça aurait été très difficile pour lui de se positionner comme hors de ces marches-là, alors qu'il a marché contre l'antisémitisme. Justement, il a dit une phrase qui a été assez mal prise pendant la cérémonie du 11 novembre. Il a dit « Mon rôle est de prendre des décisions, de dire des mots quand il faut les dire et d'agir, sinon je peux manifester toutes les semaines ». Or, ce dimanche, ce n'était pas une marche comme il pourrait y en avoir toutes les semaines. Ça a été assez clair. Si on se met à la place des familles, des victimes, quand on entend cela, de près ou de loin, c'est pas très approprié de dire ça. Il a fait vraiment du en même temps. C'est-à-dire qu'il a quand même écrit cette lettre aux Français dans laquelle il dit je serai avec vous par la pensée. Voilà, je ne serai pas là par la marche, je serai avec vous par la pensée. Il aurait pu aussi faire un pas de plus, c'est-à-dire quelque chose de ne pas manifester, parce qu'on peut comprendre qu'ils défendent le fait qu'ils ne veuillent pas manifester, pour ce qu'on vient de dire au début, mais il aurait pu aller saluer, par exemple, tous les représentants. C'est Yael Braun-Pivet qui a lancé l'initiative avec Gérard Larcher, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Il aurait quand même pu faire un pas de plus, parce que ça renvoie à une partie de notre histoire, qui est quand même une partie qui a énormément, qui bouleverse aujourd'hui et qui est aujourd'hui extrêmement remuée dans énormément de pans, je pense, de notre société. Ce qui est juste compliqué, c'est que s'il va à une manifestation, ça aurait été l'exception. Et dans ce cas-là, ça aurait été récupéré ensuite par 2 prochaines manifestations. On leur aurait dit, vous avez choisi celle-là, pas la nôtre, et donc ça aurait été évidemment mal perçu. Complètement, et puis sans faire de comparaison maladroite, c'est quand même un risque politique pris que d'aller à une manifestation
aussi consensuelle elle est censée être. On se souvient de la manifestation du CCIF à laquelle avait participé Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque semblait être une manifestation contre l'islamophobie, finalement assez universelle, en tout cas dans son propos, jusqu'au moment où on s'est retrouvé à avoir le CCIF interdit par le ministère de l'Intérieur pour des liaisons avec les frères musulmans. Donc je ne dis pas que ça aurait été le cas pour la marche de ce dimanche, et je ne vais faire aucune comparaison par rapport à ça. Ce que je dis juste, c'est qu'il ne faut pas croire que c'était neutre pour lui d'y aller, et c'était une évidence pour lui d'y aller. Il y avait un coup politique qu'il n'a pas voulu prendre, et en conseiller de com autour de lui, je comprends qu'il ne l'ait pas pris, même si en tant que citoyen, je le regrette. Évidemment que en tout cas moi, mais beaucoup de gens auraient aimé qu'il soit là dimanche. Mais d'un point de vue de gestion politique machiavélique, c'est plutôt bien vu de ne pas l'avoir fait. Et ce qui est dommage, c'est que ce qu'on retient finalement de cette manifestation, c'est deux choses. C'est l'absence du président de la République. Et la présence du RN. Et la présence du RN. Et c'est peut-être l'autre raison qui l'a fait pencher vers cette décision, c'est qu'il ne pouvait pas adouber le fait que le RN aille manifester à une manifestation contre l'antisémitisme aussi. Et alors justement, vous en pensez quoi ? C'est vrai, pour le coup, c'est un très bon point, que les deux faits mis bout à bout sont quand même assez éloquents sur la période qu'on est en train de vivre politiquement et sur les changements et de communication politique et de mouvement politique qu'on est en train de vivre, avec la LFI, la France Insoumise, qui devient les nouveaux diabolisés, et le RN qui re-rentre dans l'arc républicain, et le président de la République absent à une manifestation contre l'antisémitisme, là où ceux qui ont toujours été accusés d'antisémitisme s'y retrouvent. Et ça, je dois reconnaître quand même que l'image porte un symbole, pour le coup, pas positif pour le président de la République. C'était une manifestation, en fait, éminemment politique, alors qu'elle devait être complètement apolitique. Elles le sont toutes. Pour unir chacun de nous, merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine émission. Et comme chaque semaine, on termine l'émission par notre campagne chouchou qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, on a choisi de parler de Fred. Fred Livraison, celui qui s'incruste chez les gens à chaque livraison et sur la commande au moment de payer. Et comme on se passerait bien de ce Fred Livraison, Uber Eats propose son abonnement Uber One qui permet à Fred de rester sur le palier et de ne pas s'incruster sur l'addition. Une campagne signée Webfilm et Buzzman à la création. Très bon week-end sur BFM Business. Bonjour, moi c'est Fred. Fred Livraison, comme les frais de livraison. Bonjour. Bonjour, c'est Fred. Fred Livraison, comme les frais de livraison. Ah, mais j'ai pris l'abonnement Uber One. Uber quoi? Uber One, c'est un abonnement à 5,99 € par mois. Et il n'y a plus de frais de livraison. Merci. Avec l'abonnement Uber One, les frais de livraison vont rester à la porte. Peut-être le prochain. Ah non, il a aussi Uber One. Uber One, l'abonnement pour économiser sur Uber Eats.